Hello, hello YouTube, ici Pauline Néniaud et vous êtes sur Le Gratin. Vous le savez, chaque semaine, je reçois ici sur Le Gratin des invités tous plus exceptionnels les uns que les autres pour parler de leur parcours, de leur succès et vous partager tous ces enseignements hyper inspirants. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir sur cette vidéo Dorothée Boissier. Dorothée Boissier qui est fondatrice avec son mari Patrick Gilles de l'agence d'architecture, de décoration et de design Gilles et Boissier. Alors, qui est Dorothée? Attirée dès son plus jeune âge par le monde de l'art, Dorothée rate Sciences Po et décide, un peu sur un coup de tête, comme elle va nous le dire dans l'épisode, de passer le concours d'entrée à l'école d'art graphique Penningen. Elle est reçue et finira d'ailleurs majeure de cette promo, ce qu'elle s'est bien gardée de nous dire dans l'épisode, pour ensuite commencer sa carrière dans le monde de l'architecture d'intérieur, notamment aux côtés du fameux Christian Liègre, puis de Philippe Starck. Après 9 ans de bons et loyaux services, elle finit par quitter l'agence Philippe Starck pour fonder la sienne avec le fameux Patrick Gilles qui est devenu entre-temps son mari, donc la fameuse agence Gilles et Boissier. L'agence est fondée en 2004 et finit par décoller quand l'homme d'affaires italien Remo Ruffini, propriétaire de la marque de doudoune Moncler, que vous connaissez certainement, fait confiance à Dorothée et à Patrick et leur demande d'aménager les 200 boutiques de la marque. Une consécration. Ensuite, les victoires vont s'enchaîner, des hôtels, des boutiques, des restaurants, des palaces, Gilles et Boissier et absolument partout. Et c'est pour cela que j'ai voulu me poser avec Dorothée pour comprendre l'envers du décor de ce succès. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Dorothée Boissier. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire, en temps réel, de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Bonjour Dorothée. Bonjour Pauline. Je suis ravie, enchantée d'être avec vous. J'ai mis une question pour vous. Je voulais commencer par le commencement. Commencer par votre enfance, parce que j'ai fait mes petites recherches sur vous, mais je n'ai pas trouvé trop de choses sur ce sujet. Et donc, si cela ne vous met pas trop mal à l'aise, j'aimerais bien que vous me parliez justement un petit peu plus de votre enfance, que vous me disiez dans quel contexte vous êtes née. Quelle était la petite Dorothée? Qu'est-ce qu'elle rêvait de faire quand elle était petite? Voilà, vous mettiez un petit peu ça en contexte pour qu'on comprenne d'où vous venez. Alors, je suis née à Paris, dans le 8e arrondissement, dans une famille unie. Au début, en tout cas, elle était moins après, mais une mère qui était issue de toute une série de femmes qui travaillaient, qui le revendiquaient, sauf ma mère qui ne travaillait pas. Mais en tout cas, j'ai eu derrière moi ce passé de femmes qui étaient ou institutrices ou pharmaciennes. Ça a été important pour moi. Un père qui faisait de la recherche, donc scientifique. Et puis, assez vite, j'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup marqué, qui était mon beau-père quand j'avais 7 ans. Qui lui était un homme entouré d'art et qui nous a fait vivre dans une ambiance très particulière et je pense qu'il m'a porté toute ma vie, qui m'a beaucoup fait rêver aussi. Mes premiers livres, c'était des livres de vente aux enchères, de tableaux impressionnistes. Donc j'apprenais et je m'amusais à reconnaître tous les tableaux, tous les peintres. Donc j'étais comme ça bercée vraiment dans un univers de peinture et d'art. C'est drôle parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir quelques artistes, quelques personnes vraiment attirées par le beau. Et très souvent, je trouve que ça en revenait justement à une forme d'éducation qui fait que ça éveille un goût
un regard vers justement l'excellence ou vers le beau, vers la beauté. Alors j'ai une question qui peut paraître très conceptuelle, mais elle m'intéresse vraiment. Est-ce que vous vous rappelez peut-être de vos premières émotions un peu artistiques, c'est-à-dire de un livre justement, une œuvre que vous auriez vue, quelque chose que vous avez simplement trouvé ça beau, parce que vous êtes dans un métier oui, bien beau, sûr. Et donc je peux imaginer que vous avez peut-être vécu ça. Alors moi j'ai eu des moments un peu d'émotions très fortes comme ça face au beau. Je pense que justement ce beau-père en plus nous était fou de voile et de mer, donc on avait la chance de partir sur un voilier et d'aller partir très très loin. Donc c'est ces moments de plénitude, de calme, de apercevoir, regarder la mer du matin jusqu'au soir, agité, pas agité. Ça vous éveille finalement beaucoup. Et puis c'est des moments où on ne fait rien, on ne fait que regarder, observer. Donc ça, je pense que c'est très important, avec une lumière qui change. Et puis, je dirais qu'il y a tout cet environnement, je dirais décoratif qui m'entourait, qui m'a énormément porté, puisque lui-même était père d'un antiquaire. La maison dans laquelle moi j'ai grandi était sa propre maison, qui était celle de sa grand-mère. Donc de très jolies boiseries, récupérées, remontées. Il y avait tout un art de vivre à la française qui était très naturel. On cherchait pas à vivre de cette façon-là. Lui, il était en plus d'une génération, on vivait autrement, on percevait les choses autrement. Donc j'ai été très marquée par ça. Et je pense que le tableau à côté de la mer dont je vous parlais, qui sont ce spectacle un peu permanent, j'ai des tableaux de Renoir. Je me souviens justement dans ces catalogues-là qui me frappaient, notamment j'ai ce tableau, il y a ces deux jeunes filles qui sont au piano, et j'aimais ces tableaux. J'ai ceux-là, et puis j'ai ceux de Monet, les Nymphéas, que je regardais, que je re-regardais. Et ça a vraiment été mes premiers mes amours un peu picturaux, je dirais. À quel moment, s'il y en a eu un, est-ce que vous avez peut-être décidé que vous alliez travailler dans un métier artistique, que vous alliez justement faire votre vie autour du beau, autour d'une carrière, là en l'occurrence sur l'architecture d'intérieur? J'ai jamais pensé que je ferais carrière de cette façon-là. J'avais pas de plan précis. Je pense que je me laissais aller. J'ai perdu mon père assez jeune, donc à mon avis, ça m'a aussi un peu à quelque part anesthésiée. Je ne me projetais pas. Je prenais les jours comme ils venaient. Je pense que c'est l'échec qui m'a formée, parce que j'étais une très bonne élève. Il fallait à l'époque faire maths physique. J'avais fait maths physique, et après je m'étais dit il fallait que je m'enrichisse, et donc je me suis lancée dans une prépa pour passer le concours de Sciences Po. J'ai pas eu Sciences Po, alors j'étais un peu surprise, ce qui est vraiment étonnant. Oui, j'étais un peu peut-être pas totalement connectée avec la réalité. Et je me suis donc retrouvée, à l'époque, c'était au mois de septembre, j'avais pas eu Sciences Po, et je n'avais pas prévu autre chose. Et je me suis posé cette question: que pourrais-je faire aujourd'hui qui m'instruise, m'enrichisse, m'apporte et me nourrisse? Et je me suis dit, pourquoi pas faire Penningen, qui était une école d'art graphique et d'architecture intérieure. Donc, je pense que j'ai eu les résultats de Sciences Po le 7 septembre, et le 8, je toquais à la porte de Penningen. Je suis allée voir le directeur et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'aimerais bien rentrer dans votre école. Donc, il m'a répondu, écoutez, pourquoi pas, les inscriptions sont closes depuis 3 mois. Et il m'a dit, mais pourquoi pas, je vous prends. Donc, j'ai démarré j'avais jamais dessiné. Incroyable. Donc j'étais la plus mauvaise en dessin, je pense. Mais j'avais beaucoup regardé, quand même étudié, écouté, et la curiosité, c'est quand même quelque chose qui vous aide beaucoup. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ce que je fais aujourd'hui dans l'art. C'est vrai que ça aurait dû être une évidence finalement. Je l'avais jamais intégré de cette façon-là. Et je trouve ça très rafraîchissant, parce que je pense que beaucoup de personnes qui finissent par avoir une vocation artistique se disent que on est d'une certaine manière avec cette vocation. Et je comprends que même vous, d'une certaine manière, je dirais pas que c'est arrivé par hasard, parce qu'on comprend bien qu'il y avait une enfance, il se passait quelque chose, mais au final,
il y a eu une croisée des chemins et que vous avez saisi cette chance. Et d'ailleurs, j'ai l'impression avec pas mal d'audace parce que quand même, il faut oser aller toquer à la porte du directeur de Penningen, mais qui est quand même une école très prestigieuse. Mais malgré tout, enfin, c'était finalement pas écrit ni dans vos gènes, ni dans votre histoire, quoi. Non, c'était absolument pas écrit. Je pense que je me suis laissée entièrement porter par mon cœur. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me permette aussi de m'exprimer. Je pense que j'ai toujours été, j'avais très envie de pouvoir aller au-delà de ce que on m'autorisait à dire ou d'un carcan familial dont on est tous un peu tributaires, et j'avais envie d'aller au-delà de ça. Et je me suis dit que l'art me permettrait certainement d'aller explorer comme ça des terrains inconnus et qui vous bousculent. Moi, j'aime bien être bousculée. J'ai un côté très classique, bourgeoise, etc. Mais j'aime bien aller plus loin et finalement oser penser différemment. Et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui dans notre travail. C'est la même chose. Donc vous arrivez à Penningen et vous commencez à apprendre les outils finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué à cette époque-là? Parce que comme vous partiez entre guillemets de zéro, vous l'avez dit vous-même, vous avez tout appris sur le tas. Souvent, quand on parle à des personnes qui ne connaissent rien au monde de l'art, ils disent oui, c'est un peu facile, c'est naturel. Je pense qu'on perd de vue qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et moi, j'ai pas mal d'amis qui ont fait Penningen, qui m'ont dit, à Penningen, on t'apprend par exemple à faire un rond, et tu tournes jusqu'à ce que le rond soit parfait et que tu saches dessiner un rond parfait de façon naturelle. Ouais. Donc, je voulais vous demander, puisque je pense que vous êtes, d'après ce que je comprends, quelqu'un qui travaillait beaucoup, qu'est-ce que cette période a révélé? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet apprentissage? Moi, je pense qu'il y a deux éléments qui ont été majeurs. La première, c'est de s'investir totalement. Et en effet, le travail vous permet quand même d'aller sur des terrains inconnus et de les apprivoiser. J'en suis certaine. Aujourd'hui, je suis architecte d'intérieur. Je pense que j'aurais pu être avocate, j'aurais pu faire plein d'autres choses. Beaucoup de courage, de concentration, de confiance. Vous êtes quand même à prendre en main des choses qui peuvent vous paraître presque insaisissables. Donc moi, je me suis pas dit j'étais certainement la dernière parce que j'étais celle qui dessinait le moins bien. J'avais jamais tenu un crayon. Et je me suis jamais dit que je n'y arriverais pas. Alors j'ai eu la chance d'avoir eu le regard d'un professeur qui s'est tourné vers moi et qui m'a donné la possibilité d'aller plus loin, qui me donnait presque du travail supplémentaire, qui essaie de regarder mon travail un peu différemment. Donc lui m'a beaucoup accompagnée, m'a donné confiance. Et je crois quand même que cette famille qui était baignée dans l'art m'a donné, c'est vrai, une assurance, un regard, et j'avais quand même déjà l'histoire de l'art, c'est quelque chose que je comprenais, que j'aimais. Donc ça aussi, entre le travail et déjà la curiosité et ce background qui existait, ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'aussi des études, peut-être que c'est ce qui manque, je pense, dans les études d'art. Je trouve que d'approfondir des matières qui sont souvent très rébarbatives pour les gens qui ont l'habitude de dessiner depuis tout petit, les maths, la grammaire, vous voyez, toutes ces choses-là. Moi, je trouve que ça vous apporte une structure qui est essentielle pour... Une ouverture aussi, peut-être. Totalement. Est-ce qu'on peut parler de l'aventure Julie Boissier? Comment est-ce qu'elle a démarré? Quelle est l'origine de cette histoire folle? C'est l'origine, c'est une histoire d'amour. Hein, c'est ce que j'ai pu comprendre. L'origine, c'est un des premiers jours où j'arrive chez Christian Lieg, qui est un décorateur. C'était donc il y a presque, je rentrais, j'avais 23 ans pour mon premier travail. Et le jour de mon anniversaire, arrive totalement essoufflé en poussant la porte un jeune homme très très beau, je dois dire, et qui dit je me suis trompé d'adresse, je suis désolée, je suis en retard, j'ai rendez-vous avec Christian Lieg, je dois montrer mon book, etc. Et donc c'était Patrick Gilles qui était rentré, qui avait fait irruption dans la pièce
alors que j'allais souffler mes bougies. Et Christian Liègre, voilà, lui dit, écoutez, venez, oui, en effet, nous avons rendez-vous, vous êtes un peu en retard, c'est pas grave, montons. Donc, il lui montre son bouc, certainement, ils redescendent rapidement. Et Christian Liègre nous dit, écoutez, voilà, vous allez avoir un nouveau collaborateur, il nous rejoint, il a un bouc exceptionnel, etc. Et donc, mon bureau et celui de Patrick étaient mitoyens pendant longtemps. Et j'ai eu à côté de moi une personne qui était comme un animal bizarre. Parce que moi, très parisienne, évoluant toujours dans le 16e arrondissement, etc., j'ai vu ce garçon qui était presque les cheveux totalement longs, une grosse ceinture avec une boucle de vache dessus, hyper artiste, mais hyper artiste. Très, très charmant. Et je l'écoutais, il me parlait de sa vie, ses frasques nocturnes. Donc j'écoutais. J'étais sa confidente, c'est ça. Et puis un jour, il a trouvé ma jupe très jolie. Ah. Il m'a dit, ta jupe te va très bien. Là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Mais je savais que je ferais quelque chose avec lui. Je le savais. J'ai vu ce garçon qui était extrêmement, qui avait un côté très féminin. J'ai trouvé très intéressant, justement, et qui ne le cachait pas. Extrêmement doué, très ouvert sur ses émotions. Et je savais, mais vraiment, le premier jour où j'ai fait un chemin avec lui, je me suis dit, nous aurons une vie ensemble et on aura des enfants ensemble. C'est fou. Et donc, mon plan, c'était de me former, de bien me former, pour ensuite pouvoir me joindre à lui et créer quelque chose avec lui. Je savais qu'on avait une vraie complémentarité. C'est ça, j'allais vous demander, vous avez visualisé au-delà de l'attirance et puis de son côté solaire certainement, mais vous avez visualisé aussi la complémentarité professionnelle, parce que c'est une chose de vouloir faire sa vie avec une personne à titre personnel, mais c'est une autre de vouloir en plus s'associer avec, ce qui est le cas aujourd'hui. Et pour moi, c'est un rêve de pouvoir faire de tout, c'est-à-dire m'associer et personnellement et professionnellement avec un homme. C'est-à-dire que je le connais parfaitement, je le connais dans ses retranchements, je le connais dans ses colères, je le vois dans ses faiblesses, dans ses réussites. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît. J'avais envie, je pense que quand je l'ai rencontré, j'avais envie de le connaître totalement. Pas juste de le rencontrer le matin et le soir. Donc je voulais qu'on fasse ce chemin de vie ensemble. Ça, c'est magnifique, je vous remercie pour ce partage. C'est drôle parce que vous savez, je crois que je travaille aussi avec mon mari, et alors je me suis jamais dit que j'allais travailler avec lui, c'est arrivé un peu plus par hasard, mais je me reconnais quand même beaucoup dans cette histoire. Et pour parler peut-être et faire une transition sur la partie plus de l'entreprise, donc vous avez fini par faire vos armes et puis par fonder ensemble Gilets Boissier. J'aimerais revenir quand même sur cette idée de complémentarité, parce que je pense que beaucoup de personnes, quand ils cherchent à s'associer, se posent cette question, se disent je cherche la perle rare, la personne qui va être exactement mon pendant. Quelles étaient peut-être vos forces à chacun et qui a fait, je crois, le succès de Gilets Boissier aujourd'hui? Moi, par mes études, ma formation, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral, à l'écrit. Mon médium d'expression, c'était pas la main, c'était pas à travers la main et le dessin. Donc dans le concept. Voilà, beaucoup plus dans le concept. Donc j'aime d'ailleurs quand on fait un projet, l'écrire, le développer, ça commence toujours par ça. Et puis ensuite l'expliquer. Souvent, c'est d'ailleurs moi qui fais les présentations. Et Patrick, lui, aime les retranscrire sous forme de dessin, les imaginer. On en parle ensemble. Mais lui, il est vraiment dans la retranscription au dessin, je veux dire, parce qu'il dessine toujours de ce qu'on a imaginé. Et puis, on aime partager. Je pense que d'abord, il faut beaucoup de respect, beaucoup de points communs. Et il faut savoir, en effet, où sont ses faiblesses. Donc il faut quand même être capable de se faire une petite auto-analyse pour se dire là j'ai vraiment un manque, et on le fait pas non plus par calcul, hein, je pense que ça se fait très instinctivement, mais on se rend compte qu'on a des manques, et quand l'autre peut vous apporter ça, les combler, c'est magnifique, je trouve. Est-ce que vous vous rappelez, certainement que oui, du moment où vous avez décidé
de vous lancer, le moment où vous avez décidé de vous mettre à votre compte? Ah, mais je savais depuis cette première marche qu'on a fait tous les deux qu'on serait à notre compte ensemble. Mais est-ce que lui le savait? Non, pas du tout. Non, ça c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Non. En fait, j'ai un peu décidé de tout. C'est ce qui m'embête. J'espère qu'il m'a quand même suivi avec plaisir. Je pense que oui. Non, je pense que oui. Ça s'est fait quand Patrick, qui était chez Christian Liègue, lui, depuis au moins 8 ou 9 ans, a décidé de partir. Et il m'a dit, j'ai un projet, je vais monter ma petite agence. Et ensuite, moi, j'étais chez Philippe Starck. Et quand on a eu un autre projet, on s'est dit, bah voilà, c'est la logique. Et j'étais enceinte aussi. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Je pense que quand j'étais enceinte de Félix, je me suis sentie prête à laisser Starck. Moi, j'ai des histoires d'hommes, de mon père, mon beau-père, Christian Liègue, Starck. J'aime avoir des mentors au-dessus de moi. J'aime avoir des modèles. Et je pense que c'est important de le dire parce que beaucoup de femmes féministes ont parfois tendance à être un petit peu dévalorisantes pour les hommes ou à les mettre de côté. Et ce que je trouve très beau dans votre histoire, c'est qu'en fait, vous avez réussi à vous affirmer, mais en même temps, et vous avez, comme vous le disiez, des femmes modèles aussi dans votre histoire, mais en même temps, vous avez su vous entourer d'hommes qui voulaient votre bien et qui visiblement aussi vous ont tendu la main et peut-être donné un peu confiance en vous aussi, j'ai l'impression. Oui, non, mais je pense que de toute façon, il faut, pour être une vraie femme, faut être accompagnée, je pense, par une personne qui vous aime, qui vous soutient, qui est un homme ou une femme, mais je veux dire, il faut avoir cette compagnie, ce regard à côté. Et puis, faut savoir lâcher les armes, je pense. Ça, c'est très important parce que au début de notre collaboration, Patrick et moi, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait quand même une lutte d'ego. Il y a une revendication. On est quand même tous les deux architectes d'intérieur. Moi, je suis pas financière et lui artiste. On venait de la même formation, donc il y a chacun voulait un peu revendiquer son idée au début. Et à un moment, vous dites, mais ça fonctionne pas. Il faut savoir lâcher. Il y a un moment, il faut se dire, mais est-ce que je suis j'ai vraiment raison? Il faut que je partage mes idées, que je remette à place ce que je crois être quelque chose de sûr. Et moi, j'ai beaucoup appris. C'est-à-dire, se dire, bah, j'ai tort. En fait, j'ai tort. C'est compliqué de se le dire, hein. Et assumer. Ouais. Et de le dire à l'autre, c'est encore pire. Mais moi, je suis allée jusqu'au, je dirais, un peu au paroxysme de ça, puisque je lui ai dit, écoute, Patrick, il peut pas y avoir deux chefs. Moi, je serai le chef d'une partie, tu seras le chef d'une autre. Mais celui qui doit donner le clap de fin sur un projet, esthétiquement, ce sera toi. Sinon, on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est une décision qui a été acceptée pour lui facilement, pour moi plus difficilement au début, mais ça m'a permis d'explorer justement d'autres terrains, d'être toujours présente, mais de pas me batailler sur les mêmes terrains avec lui. Vous avez mis combien de temps avant d'arriver à cette décision? Parce que je peux imaginer qu'elle n'était pas évidente à prendre. Ça a dû être maturé. Moi, je dirais au moins 8 ans. Ah ouais. Ah oui, ça prend du temps. Mais une fois qu'on y arrive, c'est bien. On est apaisé. J'aimerais parler un petit peu processus de création avec vous, parce que vous nous avez déjà donné quelques idées justement de la manière dont vous voyez les choses. Est-ce que ça serait possible, Dorothée, que vous me preniez par la main, non, pas physiquement, mais que vous nous expliquiez vraiment quand vous avez peut-être un brief, j'imagine, d'une marque, d'une entreprise avec laquelle vous allez travailler, ou juste un projet sur lequel vous allez travailler, comment est-ce que vous procédez? Peut-être vous et Patrick, justement pour qu'on voit aussi les différences, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que la raison pour laquelle je vous demande ça, beaucoup de personnes se disent certainement la créativité, c'est inné, ça arrive, on a l'espèce de génie comme ça qui nous arrive dessus, et puis hop, on prend sa feuille et on se met à dessiner. Je peux imaginer que c'est en fait assez différent, et donc j'aimerais bien comprendre, sans voler des recettes, mais comment vous vous organisez pour réussir à être aussi productive en termes artistiques? Moi, je pense qu'il y a déjà chacun personnellement reçoit le brief du client, fait un peu une sorte de pérégrination, sans en parler à l'autre.
Et puis à un moment, on se retrouve et on se dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en retiens? Quelle est la marque pour toi? Là, je prends le cas par exemple d'une marque. Et donc c'est une discussion un peu à bâton rompu entre Patrick et moi, et qui peut prendre des références très diverses. Ça peut être ça me fait penser à ce film-là, ça me fait penser à telle scène, ça me fait penser à tel personnage, telle musique. En fait, on essaye de camper une ambiance. C'est-à-dire qu'on essaye de se transporter dans la pièce du projet et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de recevoir comme émotion. C'est vraiment un métier d'émotion. Par quelles émotions j'ai envie de passer, si j'étais un cinéaste, comment je vous emmènerais du point A au point B et qu'est-ce que j'aurais envie de vous faire vivre. Donc, suivant la marque, vous n'avez pas envie de faire vivre la même chose du tout. Si vous êtes une marque d'hôtel qui s'appelle Six Senses, par exemple, qui est une marque complètement attirée par le wellness, toutes ces choses qui sont liées à la nature, au bien-être, vous vous exprimez pas de la même façon que si vous pensez à une marque comme Baccarat, par exemple, pour un hôtel à New York. Donc là, vous vous immergez complètement dans la marque et presque sensitivement, vous vous dites qu'est-ce que j'ai envie de ressentir et quels outils je trouve pour ressentir ça. Ça paraît un peu abstrait peut-être. Pas du tout. Je vois très bien parce que c'est d'une certaine manière ce que j'essaye de faire aussi en joaillerie. Mais peut-être justement pour que ça soit pas trop abstrait, est-ce que vous auriez un exemple dont vous pourriez nous parler de ce processus via une marque, un appartement, enfin un endroit que vous auriez repensé et l'émotion que vous avez essayé de dégager ou peut-être les inspirations que... Par exemple, je pense à ce projet qu'on est en train de faire à New York pour Six Senses, qui est donc cette marque d'hôtellerie qui est née en Asie et qui se trouve toujours dans des très très beaux endroits, sur des plages, et qui l'intérêt c'est qu'elle est aussi, elle se développe autour d'une communauté locale, avec une culture locale, et puis toutes ces notions aujourd'hui, sustainability, sur la consommation, comment je vis d'une façon très simple dans ces hôtels. Et le CEO nous a dit, voilà, je veux faire un hôtel à New York. Donc on est sur une marque qui n'est en rien faite pour grandir à New York. Donc il fallait arriver à trouver l'ADN de la marque et la transposer. Donc on a vraiment essayé de créer un univers où la matière, l'environnement, vous rappelle presque un environnement naturel. Donc ça se passe déjà en termes de proportions, un escalier monumental mais en métal presque brut, comme si vous étiez, parfois la roche peut vous faire penser comme ça à du métal. Des poutres mais qui sont dans des bois aussi très 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 brossés. C'est des sols qui sont non pas impeccables, mais il peut y avoir tout d'un coup des fissures qui passent comme si vous étiez sur un chemin naturel. Ça peut être aussi un couloir, on s'est dit à un moment, un couloir qui vous amène au restaurant. On a voulu le tapisser entièrement de broderie, comme si on était dans un champ un peu de blé. Et donc vous avez des blés qui sont brodés sur les murs et qui semblent en fait bouger avec le vent. Donc il y a, je dirais, toute une vous vous dites, voilà ce que j'ai envie que l'invité ressente et quels artifices je peux trouver pour l'aider à ressentir ça. Donc c'est des artifices, je dirais comment dire, c'est de l'architecture vraiment à l'intérieur, je trouve. En anglais, on dit pas interior architecture, on dit interior design. C'est très différent, parce que le design n'est pas de l'architecture. En français, je trouve ça très intéressant d'avoir ce terme, parce qu'on est vraiment en train de créer presque une ville à l'intérieur. On est en train de créer un squelette, on est en train de créer une hiérarchie entre les volumes, des espaces plus resserrés, plus larges, des matières différentes. Et donc cette architecture pour ce projet-là, c'était presque de se dire, je traverse un chemin sur une colline, j'ai la mer au loin, j'ai des herbes folles autour de moi et je veux ressentir ça. Et comment je fais pour ressentir ça? En plein New York. Ouais. Incroyable. Justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que malgré tout, j'ai envie de dire, vous êtes entrepreneur et le métier d'entrepreneur, c'est de traduire des idées en choses concrètes.
Et finalement, c'est exactement ce que vous faites. Vous avez cette idée, quand vous en parlez, j'ai des images, effectivement. Et ensuite, la réalité, c'est qu'il faut le faire. Je peux imaginer que il y a un cap à franchir qui est assez large. Difficile de vous poser une question précise, mais passer de l'idée à la réalisation, quand on sait le niveau de détail dans lequel vous allez, et notamment, on peut le dire, Julie Boissier se caractérise par le fait de faire ses propres meubles, bien souvent. Comment est-ce que vous arrivez à rentrer dans ce niveau d'excellence au niveau de l'exécution? Alors, il y a plein d'étapes différentes. On n'arrive pas tout de suite en train de dessiner un détail, surtout pas. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment pas la bonne méthode. On commence, on part du grand, et puis on va vers le détail, mais ça se fait par, on plante d'abord un décor autour de la marque, on plante ensuite un décor de couleur, on plante un décor de forme, et puis petit à petit on est en train de définir de plus en plus les choses. Ensuite on dessine, on fait des plans, on fait beaucoup de plans à la main, parce que l'étape de plan est très importante. C'est-à-dire que comment vous organisez l'espace, quand vous avez un plateau de 5000 m², la façon déjà où vous organisez le flux est majeure pour le projet. C'est presque ce qui vous dicte aussi le projet. Donc il y a tout ce travail de plan, d'architecture intérieure, et ensuite vous mettez en image. C'est là où vous montez des images en 3 dimensions. Et ça, c'est une partie que nous, on a intégrée vraiment à l'agence, et qui est une aide à la création. C'est-à-dire qu'on monte les espaces suivant les premières idées qu'on a, et on les construit. On les construit vraiment en volume. Et d'après ce qu'on voit, on modifie, on remodifie, et ensuite on dessine tout ça dans des plans extrêmement précis, dans des détails très précis. On vérifie les matériaux, on les choisit et on dessine tous les meubles. Donc, mais c'est très lent de faire un projet. J'allais vous dire, c'est combien de temps un projet? C'est 4 ans un projet d'hôtel. Incroyable. 4 ans. C'est facilement 2 ans et demi d'études. Donc on a le temps de faire beaucoup de choses. On a le temps de faire beaucoup de choses. Oui. Et alors j'ai une question très indiscrète, mais est-ce que quand c'est 4 ans un projet, au bout des 4 ans, qu'est-ce qu'on ressent quand il sort de terre, ce projet? Qu'est-ce qu'on ressent quand il arrive? Est-ce que finalement on est déjà passé à autre chose sur un nouveau projet, parce que j'imagine qu'on en a plusieurs en même temps? Est-ce qu'au contraire on ressent vraiment le sentiment quasiment du bébé qui est sorti de terre et dont on est fier? C'est peut-être pas pareil pour tous les projets, mais... Je pense que c'est la gestation, en fait, qui est très importante. Quand le projet se termine, on est rarement surpris, on commence à avoir l'expérience, et puis ces images en 3 dimensions nous aident. On sait assez bien à quoi va ressembler le projet. Ensuite, il y a une magie qui opère ou pas. Bon. Mais on sait quel va être le projet. Donc la gestation, pour moi, elle est majeure. Et une fois que le projet est livré, j'ai l'impression en effet que le bébé est né et c'est terminé, il nous appartient plus. Il va grandir, il va être accepté, un peu moins accepté, il va être entouré de beaux atours ou pas, mais il a sa propre vie ensuite. Et on est en effet, comme vous le dites, comme les projets s'enchaînent, mais ils s'enchaînent pas, l'un se termine, l'autre recommence. Ils s'enchaînent tous les 3 mois, il y a un nouveau projet, par exemple. Donc on est en train de créer déjà sur d'autres terrains, d'autres façons. Donc c'est un aboutissement et c'est plus une sorte de cadeau, voilà, qu'on fait aussi aux personnes qui nous ont fait confiance. Je voulais parler du double métier d'entrepreneur et d'architecte d'intérieur, artiste, appelons ça comme on veut. Parce qu'en fait, à la fois, évidemment, ils sont très complémentaires, mais en même temps, ce sont 2 métiers complètement différents. Et très souvent, quand on est un technicien, qu'on est un artiste, qu'on est quelqu'un qui est passionné par un domaine d'activité, on n'a pas forcément les clés en main dès le départ pour développer son entreprise. Et vous, pour autant, donc elle s'est fortement développée. Est-ce que c'est quelque chose qui a été naturel pour vous, ou au contraire, peut-être un peu, souffrance c'est peut-être un peu fort, mais on va dire un tiraillement d'avoir en permanence avoir ces 2 casquettes de femme d'affaires et en même temps directrice de création, même si j'ai bien compris que maintenant c'est plus Patrick. C'est plus Patrick qui est en charge de ça. Ouais, c'est passionnant. C'est compliqué. Parce qu'en effet, c'est compliqué. La casquette, parfois, change souvent. Ouais. Heureusement, Patrick, maintenant, a plus souvent, comme vous le disiez, la casquette création.
Mais on n'a pas assez de temps pour tout faire. C'est ça qui est compliqué. Donc, il y a des moments, des périodes où on doit reprendre un peu les rênes, plus de la partie finance, administration, communication, etc. Et puis, d'autres moments, on se dit, oh là là, mais j'ai lâché là-dessus, là, sur la création, ça, les meubles, la collection, il faut que je reparte là-dessus. On est une sorte de Shiva. Et moi, j'ai vraiment, en fait, que j'ai voulu faire, c'est préserver Patrick de ça. C'est-à-dire que je me suis dit, dès le début, si on veut avoir un pôle créatif puissant, nourri, il faut que la personne qui crée soit libre de tout le reste. C'est-à-dire que vous pouvez pas créer et travailler autant que ça le demande pour être bon, parce qu'il faut travailler. Si en plus, vous avez l'agence à gérer, 30 personnes à gérer, le management, c'est impossible. C'est impossible. Ou alors, la création n'est plus au même niveau. Donc, ça, c'était vraiment mon but. Et maintenant, Patrick n'est que sur la création. Alors, malheureusement, parfois, on lui demande encore des choses pour le reste. Mais moi, j'ai vraiment essayé de me déporter sur tout ce qui est à côté pour qu'on soit vraiment cet animal à deux têtes. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui peuvent être dans une situation similaire, au sens où ce sont à la base des personnes qui sont plus issues d'un background artistique, ou en tout cas c'est ça qui leur plaît à la base, et qui se retrouvent un petit peu contraints et forcés justement d'avoir à gérer la partie plus business, parce que c'est aussi ça qui nous fait vivre, et que finalement c'est comme ça qu'on arrive à exprimer son art. Mais avec votre expérience justement, peut-être sur comment vous êtes formé, des erreurs que vous auriez commises, pour toutes ces personnes qui sont complètement perdues face à ces situations. Je pense qu'il faut qu'elles trouvent un alter ego. Elles pourront pas, je vois Patrick, qui est vraiment à cette fibre artistique, ne pourrait jamais faire cet autre travail de gérer une agence. C'est impossible. D'abord, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas les outils pour ça. Il est pas façonné pour ça. Comme moi, je suis pas façonnée pour faire ce qu'il fait lui. Donc, je pense c'est compliqué de devenir ce qu'on n'est pas. Donc ça, faut déjà l'accepter. Et en effet, il faut trouver la personne qui sait respecter votre création, qui vous accompagne pour la soutenir et pour vous libérer de tout le reste. Vous, à titre plus personnel, cette partie plus entrepreneuriale, comment est-ce que vous avez fait pour apprendre simplement sur le tas, en faisant des erreurs comme nous tous? Est-ce que vous avez là aussi fait appel à des mentors sur une partie un petit peu plus de développement de l'entreprise? J'ai un bel exemple, je pense, avec Philippe Stark, qui était pour qui j'ai travaillé pendant 9 ans, qui m'a montré à quel point on pouvait être sur plein de terrains différents. Moi, je l'ai vraiment vu, j'étais très proche de lui, donc je l'ai vu œuvrer sur toute la partie créative, après sur la partie plus marketing, parce que lui, il est, sur la communication, parce que pour lui, c'est essentiel, sur la partie juridique, parce qu'il a une personne qui s'occupe que de ça. Donc, je me suis déjà rendu compte à quel point tous ces pôles-là devaient être cochés et d'une très, très bonne façon. C'est-à-dire que vous devez avoir des personnes excellentes dans chacun de ces domaines. Et je pense que Stark me l'a vraiment montré, parce qu'il a cette intelligence d'être partout. Vraiment. Oui, et de savoir s'entourer, apparemment. Ouais. Oui, s'entourer, parce qu'il s'est entouré, moi, à l'époque où j'étais là-bas. On était trois personnes importantes à la création. Il n'était pas forcément présent tout le temps, parce que il avait énormément d'autres responsabilités. Et on était là... on le soutenait, on lui montrait une fois par mois ce qu'on faisait, on l'accompagnait vraiment. Donc il a su faire confiance à des gens, et déléguer totalement. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis? Je dis ça parce que... mais moi, c'est très important en fait, chaque personne de mon équipe, je souhaite, mais de tout cœur, qu'elle devienne, qu'elle progresse, qu'elle se responsabilise, qu'elle gagne en autonomie. La plupart des gens qui nous quittent, à chaque fois c'est un déchirement, je suis un peu trop sensible là-dessus, mais la plupart montent leur propre business. Et ça, je trouve que c'est un vrai cadeau pour nous. C'est-à-dire qu'on leur a donné les armes pour se sentir prêts à s'exprimer eux-mêmes. Complètement. Ouais. Et de toute façon, moi je me dis, je ne peux absolument pas tout faire.
Donc le plus possible, j'essaie de repérer ces personnes clés qui peuvent reprendre en main des sujets, même si elles sont pas capables de le faire au début, elles le deviennent. Et c'est pas trop un déchirement pour vous, cette délégation? Pas du tout. Moi, j'adore déléguer. Ça, j'ai moins de travail. Enfin, ce travail-là, je ne le fais pas et je peux me concentrer sur d'autres sujets. Non, je ne souhaite pas tout posséder. Non, j'aime bien partager. De toute façon, c'est une réussite commune. Une question que j'aime bien poser, Dorothée, c'est est-ce que vous pourriez nous décrire un peu à quoi ressemble une journée typique, s'il y en a une, de Dorothée Boissier? C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on essaye de se faufiler un peu dans votre vie et de comprendre. Vraiment, je vous ai posé au début, vous savez, la question du petit déjeuner, mais au-delà de ça, comment est-ce que commence la journée? Est-ce que vous avez des petits rituels? J'imagine aussi la famille, mais que nous fassiez un petit peu rentrer dans votre vie. Premier rituel, qu'est-ce que c'est le premier rituel? Ouvrir les rideaux, voir les arbres, le soleil quand il s'est levé, ça c'est bien. Ensuite, je me précipite dans la chambre des enfants, un thé, fumer, toujours une petite revue de presse. J'aime bien lire la presse. Donc je lis. Presse d'information. Presse d'information. Okay. Ouais. Un très très rapide coup d'œil sur notre Instagram, mais rapide, parce que je ne veux surtout pas tomber dans le piège des réseaux sociaux, donc je check très rapidement. Je veux pas y passer plus de 10 minutes. Et ensuite, il y a une époque où j'aimais bien aller prendre mon petit déjeuner toute seule pour réfléchir à ma journée. J'ai plus le temps maintenant. Non, donc je vais soit avenue Montaigne, où on a notre showroom, soit dans un bureau d'études rue Portalis, où on a nos bureaux aussi. Et en général, au début, je suis toujours seule le matin. Je réfléchis, j'aime bien, je fais mon programme de la journée, on me dérange pas trop. Vous arrivez tôt? Ça dépend, vers entre 8h30 et 9h. Une heure raisonnable. Ouais. Et ensuite, les rendez-vous s'enchaînent toute la journée? Non, pas forcément. Non, j'aime pas avoir trop de rendez-vous. Donc, j'essaye de beaucoup les espacer pour avoir des moments libres où on peut réfléchir. Et je termine pas trop tard. Non, maintenant, ça va. Je suis dans ma deuxième partie de vie, vous savez. Donc... Non, mais vous êtes dans la partie de vie où vous arrivez à vous organiser mieux. Oui, c'est ça. Et je pense qu'avant d'avoir des enfants, on a envie de travailler jusqu'à 8h, 9h, 10h. On sort, on va au restaurant comme avant. Les journées sont longues. Après, quand on a des enfants, c'est différent. On se dépêche d'aller voir ses enfants. C'est très bien. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est une autre vie. Ça a été un choix conscient de votre part je me dis que oui, avec l'arrivée des enfants, mais de vous dire, en fait, voilà, maintenant j'ai aussi envie de passer plus de temps avec ma famille et j'ai pas envie nécessairement de passer soir, week-end, ça peut être le cas quand on entreprend, sur son projet. Ah non, moi j'ai toujours été tiraillée, beaucoup moins maintenant, mais quand ils sont nés, entre mes enfants, mon travail. Quand j'étais avec les enfants, je me disais, oh là, mais il faut que j'aille travailler. Quand je travaillais, il fallait que je sois avec mes enfants. Donc les journées étaient très 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 longues. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs, j'aime bien retravailler après le soir. Moi, c'est ce que je fais, ça c'est mon rituel. Les sujets que j'ai pas pu traiter la journée, je les fais très calmement le soir. Mais je trouve que il y a peu de place pour les soirées. Moi, on sort pas du tout. En tout cas, voilà. En ce moment. Non, enfin en ce moment bien sûr, mais même quand on en a la possibilité. Il faut faire ses choix, choisir ses priorités. Donc les priorités, c'est en effet être avec les enfants et travailler. Et prendre des vacances. Beaucoup de vacances. Autant de vacances que les enfants, peut-être. Oui, presque. C'est ça. Maintenant, oui, ça, c'est vraiment un luxe. Pour moi, en plus, comme Patrick travaille, je suis très tranquille. Parce qu'il travaille quand vous êtes en vacances? Souvent. D'accord. Je le fais travailler. C'est bien, c'est ça, vous le dirigez. J'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode. Si, il aime bien, il sait tout ça. Dorothée, merci en tout cas pour tous ces partages. J'ai bien terminé l'interview par quelques petites questions aussi personnelles que j'appelle le crible du gratin.
Alors cette première question, c'est est-ce qu'il y a un moment difficile, peut-être même un échec, que vous auriez vécu, dont vous pourriez me parler, et notamment les enseignements que vous en avez tirés, pas uniquement pour qu'on s'apesantisse sur l'échec, mais surtout pour qu'on se dise, ben voilà en fait ce que j'en ai tiré comme nouvelle vision de la vie par exemple. Moi, là, ce serait plutôt je pense à toutes ces femmes ou hommes d'ailleurs, enfin tous ces divorces, ces séparations, ces deuils. C'est très compliqué quand on les vit, et je pense que il faut vraiment les prendre avec beaucoup de positivisme. Il faut se dire que ça vous donne des armes supplémentaires, ça vous donne un regard supplémentaire. Finalement, quelque part, ça vous enrichit. Et ça, je pense qu'il faut un divorce, c'est très dur pour un enfant. Moi, je l'ai vécu aussi, c'est pour ça que je le dis, mais ça, je suis sûre, je serais pas ce que je suis, j'aurais pas voulu batailler comme je l'ai fait si j'avais pas été traversée par ça, par ces moments de désespérance. Donc, je pense que c'est toujours ce positif qui doit ressortir de ces douleurs et de ces tristesses. Moi, j'y crois beaucoup. J'ai été assez endeuillée d'ailleurs, jeune, plusieurs fois, enfin, de façon très répétitive. Et non, je rends grâce entre guillemets à la vie aujourd'hui. Deuxième question, est-ce que s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, un projet, je sais pas, qu'est-ce que vous referiez différemment? Je serais danseuse. Vous seriez danseuse, ouais. Danseuse classique? Ouais. Ou danseuse. Ça peut toujours ou navigatrice. Navigatrice, c'est bien ça. C'est pas mal, ouais. Sur l'eau. On revient aux amours de la voile. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation que vous aimez particulièrement et qui vous porte, que vous pourriez partager avec nous? J'essaie d'avoir toujours confiance. Voilà. Garder l'espoir. Donc toujours cet optimisme. J'essaie, ouais. Est-ce que Patrick est aussi un optimiste? Pas du tout. Non. Donc vous êtes complémentaires. Ouais. Là aussi. Je trouve pas. Ouais. Est-ce qu'au moins il le voit, que cet optimisme est quelque chose de positif? Ah ouais, je pense que ça l'aide. Ah ouais. Je suis sûre. Ah ouais, non, ça l'aide. Ça l'aide. Alors une question qui est pas évidente, vous me direz si vous pouvez y répondre. J'aime bien demander, est-ce qu'il y a une croyance que vous aviez ou que vous avez qui est controversée? Je vous donne un exemple. L'un des invités du gratin m'a dit on pense très souvent que les personnes plus âgées sont plus sages, et je pense que c'est faux. Et il est rentré dans une explication sur les biais cognitifs pour m'expliquer donc que c'était pas le cas. Donc ça peut être ça peut être autre chose, mais voilà peut-être quelque chose que beaucoup de personnes partagent comme avis, et finalement vous n'êtes pas tout simplement pas d'accord. Ah oui, peut-être, oui. Tiens, je pensais à quelque chose. Quand on dit souvent, oui, une femme ne peut pas tout faire. Elle peut pas travailler, avoir ses enfants, être une femme, etc. Bah moi, je crois que c'est possible. En fait, je pense que c'est possible. Bon, faut bonne dose d'énergie. Quand même. Mais je crois qu'on peut vouloir exceller, parce qu'on dit souvent, oui, il faut pas vouloir être trop parfaite. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il faut essayer d'être le plus parfaite possible. De toute façon, on ne le sera pas, mais en tout cas, on essaye. On peut essayer. Ouais. Dans tous les domaines. J'aime bien l'idée. Merci Dorothée. Dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué? Ça peut être des livres d'art, ça peut être des livres de littérature, ça peut être des BD aussi, que vous pourriez partager avec notre audience et nous expliquer pourquoi. Alors, il y a un livre qui sont des poèmes de Victor Hugo, qui sont extraits des Contemplations de Victor Hugo, qui s'appelle Pokameae. Et ce livre-là, enfin ces poèmes-là, il les a écrits après la mort de sa fille Léopoldine. Moi, je les trouve totalement poignants. J'ai même la voix qui s'enrouge. Ouais. Et puis c'est vrai, ce tel artiste, enfin écrivain, qui dessinait en plus tellement bien. Je suis très touchée par le personnage, par le parcours de sa vie, par les engagements qu'il a eus, par ce drame dans sa vie, la façon dont il en a parlé. Parce qu'au fur et à mesure des poèmes, on voit l'évolution de sa douleur. D'ailleurs, on a appelé une de nos sociétés Pokameae, qui est le nom d'un de ses livrets. Ça me donne très envie de le redécouvrir.
Dorothée, merci mille fois pour tous ces moments emplis d'émotions, puis ces conseils aussi. Si on veut retrouver vos aventures, Gilet Boissier, mais aussi peut-être vos aventures plus personnelles, où est-ce qu'on peut le faire sur le monde merveilleux d'Internet? Alors, on peut d'abord venir au 2 avenue Montaigne. On sera ravis lorsque tout sera rouvert à accueillir qui le souhaite, car c'est ouvert, c'est sans rendez-vous. Le showroom est ouvert du lundi au vendredi. C'était vraiment un choix. Vraiment la peine. C'était vraiment un choix de pouvoir recevoir les gens qui souhaitaient monter de façon très spontanée. Et on va lancer bientôt un nouveau site internet qui va être très riche, très intéressant pour voir nos projets, nos meubles, la façon dont on les met en scène, leur mise en situation, des news. Donc ça, je pense que ce sera vraiment une sorte de découverte intéressante. Et puis on a notre Instagram qu'on essaie d'enrichir de plus en plus. On essaie d'y participer personnellement et puis de donner le plus possible d'informations. Oui, si j'ai bien compris, vous êtes pas mal derrière vous-même. Oui, beaucoup. Donc, beaucoup. On va y jeter un œil si on veut parler à Dorothée, un petit DM je réponds. sur Instagram. Aucun problème. Avec plaisir. Merci mille fois, Dorothée. Merci Pauline.